Bienvenue tout le monde. Je suis Catherine Montmagny, je suis chercheuse à l'IRIPI. Avec mes collègues, on vous souhaite la bienvenue, mais c'est pas moi qui vais faire le mot de bienvenue officiel. Je vais laisser la parole à nos partenaires du projet. J'inviterai Monsieur Alain Leclerc à prendre la parole. Merci. Ben, écoutez, ça me fait plaisir hein, de participer à l'événement aujourd'hui. Puis ça fait surtout plaisir d'avoir participé au processus de l'IRIPI. Ça a été un projet de longue haleine. On a travaillé longtemps avec les gens de l'IRIPI pour pouvoir mettre en place là, ce qui va vous être présenté aujourd'hui. Puis on est heureux de collaborer avec des gens de l'extérieur comme ça qui apportent un regard externe, puis un regard neuf là, sur les pratiques qu'on peut avoir dans notre réseau. Vous avez toucher un sujet sensible hein, qu'on a tous à vivre là, dans les entreprises funéraires. Puis souvent, dans le quotidien, on n'a pas le temps de prendre le temps nécessaire pour analyser ce qu'on fait, puis réévaluer nos pratiques, là. Donc, le regard externe des gens de l'ERIPI là, nous ont permis d'avoir un regard neuf sur nos pratiques, puis apporter peut-être que quelques modifications là, pour être mieux adaptées aux besoins d'aujourd'hui. Donc, j'avance pas plus au niveau du contenu. Je vais laisser les gens faire leur présentation aujourd'hui, mais seulement vous souligner qu'on était très heureux de collaborer à cette démarche. Et voilà. Pour lancer en fait le colloque, comme vous avez vu, là, on l'a intitulé L'art de co-créer des rites funéraires. Donc, c'est vraiment le fil conducteur qu'on voulait mettre de l'avant, essayer de parler justement de faire face au changement et tout ça. Il faut comprendre, hein, j'ai également là, mis dans le déroulement du colloque, quand on va présenter les résultats, on a mis vraiment de l'idéation à l'aboutissement d'un projet. C'est vraiment ça. Le projet a été d'une durée de 3 ans et tout, et l'équipe de recherche, mais également l'équipe des partenaires, s'est modifiée au fil du temps. J'inviterais justement David Aymon, qui était là initialement hein, pour la coopérative des Deux Rives, qui a vraiment pensé le projet avec Gilles Labesca, qui était chercheur initial également. Donc, euh, David va vous parler vraiment de comment ils ont pensé le projet, où est-ce que ça voulait aller. Puis après, l'équipe de l'IRIPI va vous montrer comment ça s'est passé concrètement sur le terrain et comment ça a abouti là, finalement avec les outils qu'on a développés en partenariat. David, je te laisse mettre la mise en contexte comme il faut. Merci. Parfait. Merci, Catherine. Ben, je vais vous parler justement de la genèse du projet, les besoins et les préoccupations auxquelles ça répondait. Donc, mon nom est David Aymon. J'ai été directeur général de la coopérative funéraire des Deux-Rives jusqu'en 2022. Je fais partie maintenant de l'équipe de la Fédération des coopératives funéraires du Québec. Et j'ai participé au premier balbutiement de la mise sur pied sur ce projet. Euh, Bien sûr, mon successeur et l'équipe de la coopérative funéraire des Deux-Rives ont poursuivi dans le projet après mon départ. Mais je tiens d'ailleurs à remercier les RIPI de m'avoir invité. Là, c'est toujours un plaisir de voir des projets qui arrivent à leur conclusion. Vous allez le voir, la genèse, ça fait presque 5 ans. Depuis les premières discussions, là, même si dans le funéraire, on est habitué de gérer l'éternité. 5 ans, c'est quand même long. Donc, c'est beaucoup de plaisir là, de voir que ça aboutit. Donc, la première prise de contact a été avec Habib à l'IRIPI, Habib que je salue et Habib que j'ai connu dans une autre vie alors que j'étais enseignant au Collège de Rosemont. Donc, ça a été inespéré d'entendre parler de lui là, dans le coin de la pandémie. Euh, pour discuter de ce projet-là. Et bien évidemment, comme Catherine l'a mentionné, Gilles Labesca fait partie de la genèse du projet. Donc, les premières discussions ont eu lieu en avril 2020. C'était dans la foulée de l'urgence sanitaire qui avait été décrétée le 13 mars. Le projet est passé par plusieurs itérations, puis a pris différentes formes avant de finalement démarrer à la fin de 2021. Puis j'ai été amené à collaborer, entre autres, avec des membres de l'équipe de l'IRIPI, là, dont je vois les noms là, dans le chat, là, notamment Kaisa, Jérémy et Catherine, là, que je salue. Euh, donc,
Vous vous souviendrez, en mars 2020, la COVID, la pandémie mondiale a amené des contraintes significatives dans la capacité des gens en deuil de se réunir dans les lieux publics pour tenir des rituels funéraires. Euh, je vous dirais que même dans les premières semaines qui ont suivi l'annonce de l'urgence sanitaire puis le premier confinement, il y a eu une espèce de grand flou artistique là, où est-ce que carrément le domaine funéraire avait été oublié dans la foulée. On était même supposé tout le monde rentrer chez nous puis fermer les entreprises funéraires. Il a fallu qu'on lève la main pour dire oui, mais il y a des gens qui vont mourir, puis il y a des gens qui devront s'occuper de ces dépouilles-là. Qui va s'en occuper si on est tous en télétravail à la maison? Donc, ça a pris une dizaine de jours avant que finalement les directives soient ajustées et qu'on soit en mesure d'avoir la certitude que ces gens-là ne seraient pas oubliés puis qu'on allait s'occuper des morgues qui allaient déborder, mais aussi non seulement des défunts, mais aussi des survivants qui allaient devoir gérer cette perte-là. Donc, si vous vous souvenez, là, ça avait fait les manchettes à l'époque. Il y avait eu dans le confinement des restrictions très, très, très sévères à la capacité de tenir des rassemblements dans des lieux publics. Il y avait des maximums de gens qui pouvaient être présents en même temps dans un lieu. Et ça a donné des situations un peu post-apocalyptiques pour nous, professionnels du domaine funéraire, où est-ce que là, on se disait, on n'est pas capable de faire notre travail, on n'est pas capable d'accompagner les endeuillés. Et là, les familles avaient des dilemmes pas possibles de devoir choisir dans une liste qui de la famille allait pouvoir se présenter pour participer aux funérailles. Et c'était crève-cœur de devoir appliquer ces règles-là et de voir les ravages que ça faisait dans les familles endeuillées, qui, dans certains cas, ça avait été des décès subis et ils devaient gérer les choses en catastrophe au travers de gérer de façon personnelle ce que le confinement, qui était une première dans cette génération-là, le confinement représentait pour eux. Donc, ça nuit définitivement à certaines utilités du rituel funéraire, notamment le fait de se retrouver physiquement en présence des endeuillés pour que l'entourage soit en mesure de supporter les endeuillés. Bien évidemment, les entreprises funéraires ont dû s'adapter, ont dû se revirer de bord, comme on dit, pour être capables de quand même tenter d'accompagner les endeuillés. Et rapidement est apparue la possibilité qui existait dans certains cas, mais ça s'est généralisé très rapidement, de diffuser les rituels funéraires en ligne pour que les gens qui ne sont pas en mesure de se présenter au salon funéraire puissent quand même participer, puis là, on va mettre des gros guillemets, mais participer ou assister enfin au rituel funéraire compte tenu des restrictions qui étaient liées au rassemblement. Malgré ces propositions-là, qui étaient quand même assez nouvelles dans le paysage funéraire, c'était pas par choix qu'on choisissait ça, c'était pas parce que on le savait qu'elle allait avoir quelqu'un à l'étranger, puis on voulait lui donner accès quand même au rituel. Ben, il y a des familles qui ont embrassé cette technologie-là, puis qui se sont dit, bon, c'est une façon pour nous quand même de mener un rituel. Mais on s'est retrouvé avec une partie de notre clientèle qui, là, soit décidait de retarder la tenue des rituels en espérant que les restrictions soient levées puis qu'il y ait un déconfinement. Là, on se souvient, le premier confinement a duré quand même quelques mois. Donc, ce retard-là, il s'amplifiait parce qu'on était toujours dans le deuil escamoté, retardé, repoussé, et les gens mettaient un peu de pression pour savoir mais quand est-ce que ça va se terminer, parce qu'on n'est pas à l'aise de faire des funérailles seulement à 10 personnes dans un salon funéraire. Il y a d'autres familles qui ont, puis là, c'est peut-être le côté pragmatique, ou c'est peut-être un certain cynisme, ou c'est peut-être du désespoir carrément, qui ont dit on va abandonner la portion rituelle, là, procéder à la crémation, donnez-nous les cendres, puis voilà, ce sera les funérailles et c'est tout. Donc, ça a bousculé beaucoup, beaucoup les pratiques, puis ça a questionné les manières de faire dans les entreprises funéraires qui, là,
était relégué à ce qu'on ne souhaite pas, c'est-à-dire juste la gestion des cadavres. Et là, on n'est plus dans l'accompagnement, on n'est plus dans la portion rituelle, on n'est plus dans la dimension de donner du sens. Donc, on s'est beaucoup posé de questions, puis entre autres, je parle du réseau des coopératives funéraires. Je me souviens qu'il y avait eu des réunions Zoom à chaque semaine pendant quelques mois, où est-ce que là, on essayait justement de se repenser et de voir comment on pouvait accompagner les familles parce qu'on anticipait qu'il allait avoir des cicatrices profondes chez ces gens-là qui n'avaient pas pu tenir des rituels qui étaient signifiants pour eux. Et surtout que nous, on n'était pas capable de les accompagner dans la portion décès, mais dans la portion accompagnement du mourant avant. On se souviendra aussi, puis ça avait fait les manchettes à l'époque, que quelqu'un qui avait un proche dans un CHSLD, puis qu'on savait que son décès était imminent, bien souvent, ces gens-là n'avaient même pas pu être présents lors de ces derniers instants-là. Donc, on les amputait de cette préparation au deuil avant le décès, puis après, on n'était pas en mesure de les accompagner. Donc, les coopératives, du moins en ce qui concerne le réseau, il y a eu des moyens qui ont été déployés, qui ont été mis en place et déployés très rapidement pour être en mesure justement d'accompagner ces gens-là de la manière qui était possible de le faire. Il y a eu entre autres des capsules vidéo qui ont été mises sur les sites web pour parler du deuil, puis dédramatiser, éduquer, sensibiliser au processus de deuil. Il y a eu une ligne téléphonique d'écoute qui a été mise à la disposition de la clientèle, mais aussi de leur entourage, au moins pour avoir une oreille attentive. Il y a eu également un petit livret là, qui avait été proposé pour proposer des rituels, puis des rituels qui pouvaient être faits sans la maison funéraire. Donc, c'était vraiment pas dans une perspective commerciale que c'était fait, c'était vraiment dans notre mission d'accompagnement. Où est-ce qu'on leur disait, ben, tu sais, le rituel a une utilité sociale. Si on n'est pas en mesure de vous accompagner pour en tenir un, ben, on va vous donner au moins des outils pour que chez vous, en privé, vous soyez capable d'amorcer ou de cheminer dans le travail du deuil. Tous ces événements-là ont été bouleversants pour à la fois les endeuillés, mais aussi les entreprises funéraires, les coopératives du réseau. Puis ça a ouvert, quand j'ai été contacté par Habib puis par Gilles, ben ça a ouvert une opportunité de remise en question puis de questionnement qui était plus large parce que au-delà de ce qui était en train de se jouer, ce qui était en train de se passer, ben, vous n'êtes pas sans savoir que le domaine funéraire il est dans une période de mouvance depuis une trentaine d'années, quand même assez considérable. Et là, quand j'ai été contacté, je trouvais ça bien, au-delà de l'urgence de la COVID aussi, d'amorcer une réflexion plus large. Depuis 30 ans, ou même 40, on pourrait même dire, il y a un rejet du one size fits all. Là. Le forfait, on sait ce qui est bon pour vous, puis vous achetez le cercueil, puis tous les services autour viennent avec. Donc, on voit que la clientèle n'était plus là du tout. Une très forte laïcisation des rituels également. Les gens pour des raisons logistiques, parce que c'est plus commode, ou pour des raisons spirituelles qui décident de ne plus aller à l'église pour faire des rituels. Depuis une quarantaine d'années, l'augmentation du taux de crémation directe, les gens ont l'impression qu'ils peuvent s'épargner de la peine en faisant le moins possible avec la maison funéraire, mais de façon générale avec les rituels. Donc, c'était des tendances lourdes. Puis la désaffection des cérémonies de façon générale, où est-ce qu'on va escamoter la portion rituelle en pensant faire l'économie du chagrin, mais souvent, on se rend compte que c'est simplement reporté dans le temps. Et au travers de ça, ben, il y avait d'autres tendances lourdes qui étaient liées à la personnalisation des rituels funéraires. Et vous n'êtes pas sans savoir non plus que les baby boomers aiment ça que ça soit unique ce qu'ils font, puis que ça se distingue. Donc, le one size fits all, ça ne marchait plus du tout. Donc, c'était intéressant de réfléchir à ça, surtout que depuis une vingtaine d'années, les célébrations hors Église se font de moins en moins avec des membres du clergé. Donc, il y a une professionnalisation des rituels funéraires par des célébrants qui viennent prêter main forte aux maisons funéraires. Dans certains cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, entre autres, des coopératives du réseau vont développer une expertise en célébration à l'intérieur même de la coopérative avec leurs employés.
Donc, un projet sur les rituels funéraires pour toutes sortes de raisons, en réponse à l'urgence, mais pour bien d'autres raisons, c'était assurément, ça tombait à point nommé. Donc, il y avait une opportunité de se réinventer comme industrie dans cette période de mouvance-là, comme je vous dis, de fournir une assise aussi à des rituels signifiants qui seraient au-delà des référents québécois ou catholiques. Puis aussi d'universaliser ces rituels signifiants-là parce que les symboles transcendent parfois les cultures. C'est intéressant de s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres cultures parce que les symboles ont cette qualité-là qu'on n'a pas besoin de parler le même langage pour comprendre la même chose, surtout en matière de symboles. Et ça répond aux mêmes besoins humains qui sont associés à la tenue de rituels, puis l'évolution, la prise en charge du deuil après un décès. Il y avait une préoccupation aussi d'augmenter le niveau de confort des employés lors d'échanges sur les rituels, de permettre aux employés du réseau de mieux évaluer les besoins de la famille, d'être en mesure de faire des propositions, mais aussi d'interagir dans un cadre de communauté laïque ou issue de la diversité ethnoculturelle. Dans les grands centres urbains, puis c'est juste une question de volume, ils ont souvent des employés qui sont dédiés à des communautés particulières. Donc, c'est des gens qui partagent les référents, puis que ça devient très rapidement facile d'établir un même langage, puis de parler des mêmes choses, puis des mêmes symboles. Mais quand on sort des grands centres, où est-ce que là, il y a un peu moins de volume, c'est moins fréquent, c'est plus anecdotique de tomber sur une famille grecque-orthodoxe ou camerounaise. Là, ça devient difficile d'aborder de façon un peu plus transversale les rituels qui pourraient être apportés, puis qu'est-ce qui fait du sens pour la famille? Parce que, vous le savez, un deuil, on en a un premier à un moment donné, puis on n'est pas des experts là-dedans comme endeuillés. Donc, des fois, on sait juste ce qu'on veut pas, on ne sait pas tout à fait ce qu'on veut, fait qu'on compte sur un professionnel pour qu'il nous accompagne, puis qu'il nous permette de réfléchir et de nous faire des propositions. Donc, c'était très intéressant d'être en mesure aussi de l'aborder dans cette dimension-là. Et bien évidemment, le projet étant devenu ce qu'il est, il y avait une opportunité d'impliquer davantage les familles dans la construction de rituels. Vous savez, les professionnels du domaine funéraire ont ce défaut-là de savoir ce qui est bon pour tout le monde. Donc, d'être en mesure d'aller demander aux principaux concernés qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils se sentent. Il y avait là une belle opportunité d'être contaminé positivement par les idées qui provenaient de la clientèle. Dans les premières itérations, rapidement, c'est arrivé à l'idée d'une démarche qui était dans la mouvance du design thinking, expérience client, qu'est-ce qui représente des obstacles dans notre capacité à accompagner la clientèle. Donc ça me plaisait. Personnellement, ça me plaisait beaucoup parce que effectivement, on essaie d'éviter les obstacles, on essaie d'éviter les points de friction. C'est un moment qui est très, très émotif, accompagné des endeuillés. Donc, si on est capable de fluidifier ou de rendre ça moins désagréable, que le coût en temps ou en effort soit moins grand, une démarche de design thinking, c'était très, très intéressant pour moi. Et c'est venu aussi sur le sujet de parler de Living Lab, donc de co-construction à la fois avec des employés et avec des membres du public. Donc ça aussi, pour moi, c'était très porteur de pouvoir aller poser la question directement, puis d'impliquer les gens qui sont en train de vivre ces événements-là pour penser à ce qui devrait faire du sens pour eux. Donc, je trouvais que le projet à l'état de discussion était super intéressant. Et une fois qu'on a établi, parce que ça a pris quand même une bonne année avant que finalement les choses se mettent en place, se cristallisent un peu plus. Et ça n'a pas été très difficile de rallier, d'une part, l'équipe de la coopérative funéraire des Deux-Rives à Québec, là, parce qu'ils voyaient eux aussi une belle opportunité d'avancer, puis de déguiser nos compétences, puis nos habiletés d'accompagnateurs là-dedans. Et la fédération et l'ensemble du réseau des coopératives ont compris que là aussi, si on voulait que ça soit signifiant, il fallait impliquer un échantillon quand même assez grand, à la fois d'employés et de clients endeuillés. Donc, ça revêtait une importance toute particulière qu'il y ait d'autres coopératives qui embarquent dans le projet avec le concours de la fédération pour permettre de coordonner tout ça. Donc, ça présente grosso modo la genèse du projet, les besoins et les préoccupations.
C'était ma collègue Maryse Dubé qui a repris une partie du projet ensuite en termes de coordination. Elle était supposée se joindre à nous ce matin, mais elle a eu un empêchement. Je vais glisser un petit mot de ce qu'elle devait discuter. Entre autres, au niveau des embûches. Donc, si ça a pris 5 ans, c'est pas faute d'effort, puis c'est pas faute de persévérance, mais c'était un projet relativement innovant. C'est pas 3 chercheurs qui s'enfermaient dans une salle puis qui rédigeaient un projet de recherche. C'était un projet qui nécessitait que des gens s'impliquent, puis au travers des vagues successives de confinement et déconfinement, ben, d'aller demander la participation à la fois d'endeuillés qui étaient dans une situation très, à la fois émotive et exceptionnelle parce que c'était une période où le deuil était tout sauf normal. Donc, c'était difficile d'aller chercher à la fois la participation d'endeuillés, mais dans le réseau, les coopératives qui ont vu leur clientèle et les endeuillés repousser sans cesse la tenue des rituels, voyaient que leur carnet de commandes débordait, puis qu'à la minute qu'il y avait un déconfinement, on était complètement, excusez le terme, on était à côté. C'était très difficile de fournir à la demande. Donc, il y a eu des embûches au fur et à mesure de l'avancement du projet et ce n'était pas faute de volonté. Mais pour ça, je tiens à souligner non seulement la persévérance, mais l'entêtement de l'équipe de l'ERIPI qui a mené à terme ce projet-là. Puis saluer la collaboration aussi de tous les intervenants dans le réseau des coopératives funéraires qui ont décidé de s'embarquer ou qui ont réussi à convaincre des membres du public de s'embarquer dans ce projet-là pour être capable de le bonifier, puis que les résultats qui en sortent soient à la fois légitimes et aussi le plus pertinent possible. Donc, merci encore de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être là ce matin, de voir l'aboutissement de tout ça. Et puis, j'ai bien hâte de voir les présentations qui vont suivre ce matin. Merci encore.